Radio Sport. Radio Sport. Bonsoir Paris, bonsoir à tous, on se régale, c'est Radio Sport, merci de nous être fidèles, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vrai. Non mais c'est parce que je rentre du tennis fauteuil, je me suis un peu endormi avec la finale des dames, c'était un petit peu long, 3 heures de tennis fauteuil, mais il faut voir tous les sports pendant ces Jeux paralympiques, c'est passionnant, encore plein de médailles, et évidemment pour le vélo, on était prévenus par Christelle qui sera avec nous, notre experte en cyclisme, Nola nous a prévenu aussi que sur le bassin et dans le bassin il se passait des choses en natation, et Johan Taberlet lui a craqué pour le cécifoot qu'il est en train de regarder avec Étienne Bonamy qu'on va rejoindre dans un instant, les Français qui jouent une place en finale, peut-être contre le Brésil, ce sera samedi. La grande équipe, la team est là ce soir jusqu'à 20h avec tout d'abord le boss, Fabrice Arad. Salut Fabrice. Salut tout le monde, comment ça va Christophe? Là t'as une belle casquette alors que, tu vois, Jérôme a le t-shirt mais il a oublié la casquette aujourd'hui. Ah bah voilà, je voulais montrer que j'avais une belle coupe bien rafraîchie. Bien comme il faut. Ah, rafraîchi, on appelle le rafraîchi. Le rafraîchi. C'est si foot, tout de suite, tu nous donnes le score, c'est important, il reste quelques secondes à jouer. Oui, enfin c'est même pas, il reste quelques secondes à jouer. Ah, d'accord. Les Français viennent de battre les Colombiens. Génial. 1-0. C'était une demi-finale, un match très serré, c'est très rigolo à voir, très spectaculaire. Les Français ont battu les Colombiens très spectaculaire. En finale. Étienne Bonamy est sur place, on va le rejoindre un instant, le temps de savourer ce succès, de vous rappeler les médailles du jour. 19h30, la partie médicale, notre grand dossier du soir avec Jessica Fallour. Enquête sexe et performance sportive, très intéressant d'avoir l'avis du docteur Alain Frey, qui dirige la polyclinique à l'intérieur du village olympique et qui nous parlera d'une étude très intéressante, abstinence ou pas, sexualité, que ce soit pour les Jeux olympiques ou pour les agitos des paras. Et il nous parlera peut-être des différences et de ce qui peut se passer, peut-être entre les cloisons, entre les murs, pour améliorer la performance sportive. Défi du jour, voir si ça bouge en France. Tu nous amènes où ce soir, Jérôme? Je vous amène à Châteauroux. À Châteauroux, vous vous rappelez? Et une médaille en plus. Parce qu'il y a eu une médaille aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a voulu se mettre ce très défi d'aller là-bas voir vraiment, c'est une belle idée. Châteauroux. Sport et tourisme, évidemment, quand on voit tout ce qui se passe, on a des vidéos édifiantes, pas si simples, depuis le début des Jeux paralympiques, de se mouvoir dans Paris, de se déplacer. Alors quand vous êtes comme Johan Taberlet, avec un petit appareil, une petite mobilette, ça va très bien, mais descendre dans les escaliers du métro, c'est plus compliqué, on en parlera avec vous ce soir et avec Jules, le top 5 des meilleures photos. Allez, 19h03, Fabrice, ça a cartonné comme prévu, comme attendu, natation et cyclisme. Ah bah vas-y, les Mercedes, t'en mets 10 aussi. Bah oui. Ah bah vas-y, allez, fais-toi plaisir. Attends, oui, je suis désolé, c'est la routine, sinon il pleut. Là, on l'a vu, dès qu'on a arrêté Marseillaise, t'as vu le temps il a tourné, voilà, donc là on a remis la Marseillaise. Et donc pour être plus sérieux, il y a 2 médailles d'or aujourd'hui. Il y en a eu ce matin, c'est le paracyclisme, ils ont continué. Ils ont fait la razzia hier, mais ils ont continué, ils ont fait 2 médailles d'or avec Florent Joigny en H1, Mathieu Boridon en H3, donc c'est sur route aujourd'hui. C'était très glissant, il y a eu beaucoup de chutes. C'était un parcours très technique, pas simple pour eux. L'argent pour Loïc Vergniaud en H5 et Johan Cayley en H3. La délégation française a obtenu aussi 5 autres médailles aujourd'hui, monsieur. On passe en judo, en argent avec Sandrine Martinet, en bronze, en tir à l'arc, Fabrice. En tir à la carabine 50 mètres couché, c'est Jean-Louis Michaud. Mais on a eu aussi de la natation tout à l'heure, avec Hugo Didier en argent et Hector Desnoyers en bronze et Laurent Chardard en bronze en natation, monsieur. Voilà le résultat pour l'instant. Très bien. Tu as redonné le tir aussi. Oui, le tir c'est tir à la carabine. C'est tir à la, parce que j'ai fait une erreur. J'ai dit tir à l'arc. On a retrouvé. C'est des tirs à la carabine 50 mètres couché. Donc tu sais, il rampe pendant 50 mètres et il tire. Non, il est. Tu vois, je t'imagine un peu au tir couché et autres, parce que toi, tu as cette position, tu as d'un calme légendaire. Alors, toi, le tu sais, boss, quoi. si on parle service militaire, c'était effectivement les exercices puisque c'est ce que j'ai fait à l'époque. Alors, voilà. tu fais bien d'en parler, parce que ce Jean-Louis Michaud était tireur d'élite avant. Exactement. Et il y a tout son groupe qui était là aujourd'hui. C'était une très, très belle émotion
à Châteauroux. Pas d'autres médailles, si ce n'est en judo. On va parler dans un instant, même tout de suite, avec Sandrine Martinet, qui a fait une médaille d'argent incroyable, parce que c'était pas ses premiers Jeux Olympiques non plus, Jérôme Armand. Ah bah non, l'histoire de Sandrine Martinet, elle s'étale sur 6 Olympiades. Là, c'est sa 6e Olympiade, et elle a quasiment eu des médailles partout, sauf une blessure. Une fois, elle s'est cassé la malléole à Londres, mais médaillée d'argent à Athènes en 2004, médaillée d'argent à Pékin en 2008, médaillée d'or, alors on dit 2012 Londres, la blessure, Rio de Janeiro, médaille d'or, et Tokyo, médaille d'argent, et cette année encore médaille d'argent. 6e Olympiade. Son surnom, vous savez ce que c'est? Alors c'est la légende, hein, mais c'est la reine-mère, du judo. C'est un petit oiseau, le Martinet, moi. Oui, non, il y avait Pierre Martinet. Il y avait Pierre Martinet aussi dans le temps. Avec un traiteur intraitable. Qui était dans le rugby, hein, le traiteur intraitable. Hein. Donc elle a commencé au judo à l'âge de 9 ans, elle a débuté, puis elle s'est mise évidemment après à 16 ans au para-judo, mais voilà, toute sa vie a été dédiée au judo. Alors, en parallèle, elle a fait des études, évidemment. Elle est kiné, mais pour l'instant, elle avait laissé de côté sa profession de kiné. Mais maintenant, bon, on imagine qu'elle va prendre sa retraite. L'État avec, voilà. Oui, les aides aux athlètes de haut niveau. On imagine qu'elle va prendre sa retraite et qu'elle va se consacrer à ses études, maintenant à sa profession, hein. Mais elle est maman aussi, donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a su jongler avec tout ça, les études, le rôle de maman qui est pas le plus petit des rôles, et puis le tatami, voilà. Donc c'est la reine-mère, elle a tout gagné, on va dire qu'elle a tout gagné. Elle est super. Alors, elle a bien perdu quand même aujourd'hui, mais bon, elle est arrivée en finale. Elle était très fatiguée. Je l'ai vu combattre un petit peu ce matin. Voilà, l'expérience a fait qu'elle a réussi à tenir jusqu'au bout. Elle a failli se faire surprendre au stade des quarts de finale. Et puis, elle a réussi vraiment une passe à la dernière seconde. Et puis là, elle a mis 48 secondes sur le tapis et tombé sur l'Ouzbek. Bah voilà, on tombe parfois sur plus fort que soi. Et juste pour dire que c'est la légende, la reine-mère, elle était porte-drapeau, hein, vous vous rappelez? Bien sûr. Donc, sur la délégation avec Stéphane Houdet, avec Alexia Quincan. Alexia Quincan. Après, il y avait 5 allumeurs de flammes. Oui, non, je parle, elle était en 2020, elle était aux Olympiades en 2020, porte-drapeau. Donc, ça veut dire, quand on est porte-drapeau, qu'on reconnaît sa valeur, qu'on reconnaît sur la durée, et que c'est quelqu'un qui est évidemment apprécié. La porte-drapeau de cette année, tu sais, c'est la petite fille. Oui, c'est Keïta. C'est la fille de Keïta. Oui, qui va courir ce soir. En série, elle n'a pas été très top, vraiment trop top. Sur le début de la compétition, elle nous donne une petite revanche parce que c'est une fille extraordinaire, Nantes Keïta, qui lutte pour plein de choses, notamment dans son pays. Son papa l'a fait adopter ici en France parce qu'à l'époque, au Mali, on s'attaquait aux personnes comme elle qui sont albinos. Et c'était terrible, elle a beaucoup lutté. Et écoutez le public du Stade de France à distance, puisque tu vas nous commenter, c'est ta spécialité, la finale du 100 mètres. Sans plus tarder, avant de revenir sur la qualification en finale pour l'équipe de CSI Foot, les drapeaux sont de sortie. Le Français Timothée Adolphe, le sorcier blanc, est arrivé avec son guide sur la piste. Donc il arrive avec son guide, hein, donc ce sont des coureurs qui sont aidés, donc avec l'accompagnant, plus que français, Timothée Adolphe. Versaillais, monsieur. Il est né à Versailles. Royaliste, c'est ça? Je suis royaliste. Tu t'appelles Michel Barnier, oui, ça doit être ça. Ah, tiens. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Nous vous accueillons avec beaucoup. On en parlait avec Johan Taberlet qui va nous rejoindre de Morzine, qui est un homme de la montagne. T'as pas oublié Michel Barnier en 92? Ah bah non, 92. Il était président du conseil départemental de la Savoie, et c'est lui qui a fait tout ce qu'il faut pour que les Jeux Olympiques soient attribués à Albertville. Jean-Claude Killy. Un certain Jean-Claude Killy. Alors là, on est sur la... Si tu y penses juste une seconde, Tony Estanguet, enfin, je dis ça. Oui, donc ils vont se retrouver tout ça dans les ministères et le mercredi au conseil. Johan Taberlet, il parle des Jeux Olympiques. Je te salue, Johan, on arrive. Hein. On arrive. Ça vous gagne. Hein. Tu peux être ministre bientôt, toi aussi. On est sur la finale. Alors, allez, la finale. Caractéristique de cette finale, ils sont 4. Donc il y en a un qui va passer à la trappe et c'est pas bête ça. Il y en a un qui va passer à la trappe et finalement il y en a. Ils sont 4, c'est parce qu'il faut laisser une place. Il faut laisser la place. On est sur 2 couloirs.
couloirs. Hein. On est sur 2 couloirs. Donc 8 couloirs, donc 4 participants. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme surtout, hein, parce qualifié dans les meilleures performances personnelles, hein, il faut toujours en parler. Notre ami Timothée Adolphe est le 3e temps de l'année. Donc il vise une médaille, évidemment, sa meilleure performance de l'année. C'est compliqué, hein, donc c'est spectaculaire à voir, évidemment, mais c'est compliqué parce que il faut que l'accompagnant, enfin le guide, n'aille pas trop vite, n'aille pas trop lentement. Il faut que les deux. Oui, parce qu'on rappelle la règle, hein, elle est d'importance quand même, hein, Jérôme, parce qu'on a eu des petits soucis depuis le début au Stade de France. D'abord, il faut bien positionner son athlète pour pas que ses mains dépassent de la ligne blanche pour le départ. C'est 100 mètres, c'est 11 secondes max pour eux. Après, le guide va venir se placer à côté. Il se place à côté dans le couloir d'à côté, voilà. Mettre son petit bracelet de sécurité, et ensuite il peut partir en même temps que lui, voire peut-être même un dixième de plus, mais c'est à l'arrivée que ça compte. Il n'a pas le droit de passer avant son athlète. Évidemment, voilà, c'est une synchronisation, c'est un truc de fou parce que il faut que les deux soient synchronisés. Voilà, ils sont tous sur la ligne de départ aux ordres du starter. Là, il y a une vraie concentration, hein, parce que là vraiment, je disais qu'il fallait une synchronisation entre les deux. Il faut vraiment que ça soit parfait. Voilà, le départ est donné. Le Français est bien parti. À côté de lui, il est en tête. À côté de lui, le grec est en tête. Donc Timothée Adolphe, va-t-il passer? Il est passé. Je crois qu'il est deuxième. Il est premier ou deuxième. Voilà, j'ai pas vu. Il y a une photo. Il y a une photo finish. Mais je crois qu'on a premier le grec Athanasios Gavelas, deuxième Timothée Adolphe. C'était le 3e performeur de l'année. Donc il gagne une place finalement dans un temps qui n'est pas battu, hein, son meilleur temps, et 3e le chinois, 4e le namibien. Voilà une belle médaille. Ils ont été synchro, ils ont été fidèles à leur réputation. Voilà une médaille d'argent pour la France. Qu'est-ce qu'elle est belle cette médaille en direct. Bravo, hein, Jérôme. Tu vois, hein, d'ici la fin, dimanche tu pourras commenter les finales parce qu'il n'y en a pas. Oui, mais enfin, quand il y en aura plus, là il y en avait 4. Il y en avait 4 qui couraient. Quand il n'y en aura plus qu'un, ça sera mieux, hein, plus facile. Tu nous confirmes avec Fabrice qui surveille tous les écrans la validation, parce qu'on ne sait jamais avec les histoires de guide, mais logiquement donc on a une petite médaille d'argent. Et tu as remarqué, hein, Fabrice, c'est comme en athlétisme, c'est chez les valides, chez les paras, c'est compliqué d'avoir des médailles, hein, chez nous dans le clan français. Tout à fait. Excusez-moi, je regarde les écrans en même temps. C'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin dans les informations. Voilà, on revoit la course. Ce qu'il faut dire encore, Christophe, c'est que le Stade de France est quasi plein pour ces Jeux paralympiques, sur toutes ces épreuves. C'est très serré, hein. C'est très serré l'arrivée. C'est photo finish. J'avais l'impression que le guide grec était passé avant son coureur. C'est juste ce que j'ai envie de dire. Possible. En tout cas. Tu sais pourquoi, Jérôme ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Timothée Adolphe avait posé une réclamation. On avait parlé avec Fabrice un soir, et j'ai l'impression, si tu regardes au ralenti, parce que j'ai la chance de revoir. Pour l'instant, on attend, oui. On revoit. Le grec qui était sur le couloir. Non, ça va, il casse juste avant, non, Fabrice ? Il casse juste avant. Non, je crois que c'est le guide qui passe avant. Hein. Écoute, on va revoir une dernière fois, Fabrice, si tu peux avoir un œil avec nous, comme ça, on va tous décider ensemble. Non, ouais. Juste. Non, Timothée Adolphe. Ce sont bien les athlètes qui passent devant les guides. Qui passent. En tout cas, il est content. Regardez, il saute de joie. Il est content. Cette médaille d'argent, elle est magnifique. Je rappelle que c'est un Versaillais, monsieur. Le Versaillais, Timothée Adolphe, qui l'emporte. Je pense que là, c'est magique ce qui s'est passé sur cette piste Stade de France. On a le temps. Tu me confirmeras, Fabrice, normalement 19h58 parce qu'on est précis. Il y a le départ du 800 mètres. On essaiera d'aller jusqu'à 20h parce qu'il y a Pierre Ferbanque aussi qui a une petite chance, hein, en 800 mètres. Ce serait sympa d'avoir, pourquoi pas, une deuxième médaille française. La médaille assurée dans le CC Foot. Chez Johan est comme un fou, comme Étienne Bonamy. On va trouver tous les deux avant la natation et le vélo pour une fois. Salut Étienne, tu t'es régalé avec cette belle victoire face à la Colombie. Ah oui, tout y est depuis. Voilà, j'étais l'autre soir lorsque c'était la Turquie contre la Chine. À chaque fois, il y a le suspense, l'émotion, le jeu et l'encouragement. Il y a 11 000 personnes dans les tribunes. Ça donne tout et ça donne une vraie ambiance, alors que c'est très compliqué quand même, puisqu'il ne faut pas faire de bruit. Mais on en parlait avec les joueurs après le match contre la Turquie. Ils sont tous bluffés par cette ambiance, comme si les gens avaient compris comment il fallait faire tout le temps. Et évidemment, aller en finale, avoir la médaille assurée, c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce que nous avaient dit les joueurs. On finira sur le podium, c'est sûr, ils seront sur le podium. Ils seront sur le podium. Alors pour l'instant, on ne connaît pas l'adversaire, mais on risque de retrouver des pros, hein, des Brésiliens. Hein. Ah oui. Ben, vous vous rendez compte, Christophe, regarde,
il y avait il y a 4 équipes en demi-finale, 3 Sud-Américains. On sait que les Sud-Américains, c'est avec la Chine, ce sont les nations fortes, les professionnels. D'ailleurs, les Français eux-mêmes reconnaissent que les Brésiliens, c'est la référence. Alors c'est déjà la référence dans le football à 11, mais dans le CC Foot, c'est la référence parce que du coup, ils s'entraînent tout le temps, ils sont payés pour ça, ils ont des moyens. Et cette année aussi, il y a eu des moyens, c'est pour toutes les sélections, pour toutes les disciplines qui sont venues au jeu, il y a eu des moyens de donner. Et on a vu ce qu'il y a pour faire. Là, ils ont eu un gros stage avant de venir pour les Jeux paralympiques, les Français. Il y a encore peut-être un petit écart. On retrouve la finale de 2012. La finale de 2012, c'est France-Brésil à Londres. Il ne faut pas oublier ça. La France a déjà eu une médaille d'argent. Là, elle est assurée au moins d'une médaille d'argent. Et croyez-moi, quand on discute avec eux, on va le faire tout à l'heure. Eux, c'est l'or. Hein, voilà. Ils ont perdu 3-0 contre les Brésiliens. À la limite, c'était le match, comme nous le disait l'entraîneur la dernière fois, celui qui était en 2012. Je reprends Toussaint Akpé. C'était lui qui est là en 2012. Et il dit justement que voilà, s'il y avait un match à lâcher dans le premier tour, c'était contre le Brésil, parce qu'il était important de passer. Croyez-moi, celui-là, la finale, ils ne vont pas la lâcher. Hein. Ah, ils vont pas lâcher cette médaille. Les Brésiliens, avec un certain ministre des Sports qui a tout fait, hein, tu t'en souviens, Étienne Bonamy? Oui. Pour faire passer le foot d'amateur à pro, tu t'en souviens, c'est un petit joueur de foot. Hein. Oui, un débutant, voilà. Un débutant, le grand Pelé. Comme quoi on peut gagner une Coupe du Monde quand on est très jeune. Bah oui, Edson Nascimento, Parenthèse do Nascimento, Pelé, lorsqu'il est passé, voilà. Mais tout ce qui touche au ballon rond, au Brésil est important, que ce soit le beach soccer, que ce soit le CC foot, que ce soit le futsal, que ce soit le foot à 11. Décidément, et je n'oublie même pas le volley, hein, évidemment. Non, mais t'as raison, tout ce qui est ballon rond. C'est une affaire d'État. J'espère que ça va développer. J'espère que ça va développer ce championnat parce que vous en parlez aussi, les joueurs. Eux, ils jouent là en 11 000. Je sais plus. Je crois que c'est Benoît Chevreau, qui est gardien de Schiltigheim, qui est donc voyant et qui a créé le club alsacien de Schiltigheim, qui me disait en rigolant, il dit en 3 matchs, donc ils avaient joué 3 matchs, et la demi-finale, il y a eu plus de spectateurs au total dans ce tournoi paralympique que dans toute l'histoire des matchs joués de championnat national. Voilà, il faut continuer. C'est passionnant. Tony Estanguet a dit que c'est des jeux révolutionnaires. Il faut continuer. Il va falloir aller voir ces gens-là. Ça va reprendre. Pas tout de suite, hein, mais il va falloir qu'il y ait du monde dans toutes les salles pour continuer à encourager ces champions. Oui, tu as raison. C'est la révolution qui est en marche, comme le disait si bien Tony Estanguet. Merci à toi, Étienne. On attend les réactions des joueurs de ton côté. Et puis, je viendrai t'accompagner samedi. Je vais me faire un petit plaisir. Je vais aller voir la finale quand même de ces oui. Hein, on ne parle pas pendant la finale. Mais on fait des holas silencieuses. Christophe, tu verras, c'est extraordinaire. La hola silencieuse, c'est extraordinaire. Voilà. Merci une fois, Étienne Bonamy. Bonne émission à tous. À plus tard, à demain, bien sûr. Et prépare-toi pour le petit pack, parce que le petit pack revient. On aura besoin de toi pour le grand bilan la semaine prochaine des Jeux. On parlera également de football. On reste dans le football. Le CC Foot et le coup de cœur, justement, ce soir, qu'a choisi Johan Taberlet, avant de connaître le résultat. Je tiens à le préciser quand on en a parlé cet après-midi. Hein. Ouais, tout à fait. Non, mais du coup, trop content de ces Français. Bonsoir à tous, bonsoir Paris. Moi, je suis ravi pour cette équipe de France. J'avais eu déjà un gros coup de cœur en 2012 sur le CC Foot et sur cette équipe de France. Ils nous avaient fait vibrer et vivre des jeux juste passionnants à l'époque. Et je vois que c'est rebelote sur Paris 2024. On est à la maison. Moi, j'y crois dur. Oui, en plus, c'est un sport que, même toi, dans le cadre des animations, quand tu as Amandine Avoria, dans le cadre de notre métier, bien sûr, à part celui d'être le meilleur consultant avec nous, aux côtés de Nolan et Christelle, bien sûr, vous les experts, tu peux le faire pratiquer, ça, aux jeunes, ce sport. Il suffit de mettre un bandeau sur les yeux. Il faut pas tricher, parce que tu as l'impression de temps en temps qu'il y a des joueurs qui tirent tellement bien vers le but que, tu as l'impression qu'ils soulèvent le masque et qu'ils vont marquer, quoi. Mais ça, c'est la nature du corps humain qui est extrêmement bien fait, parce qu'en fait, ils ont développé une écoute et crois-moi qu'il faut une énorme concentration pour eux sur le terrain. Ils ont 3 guides. Si on reprend un petit peu les règles, il y a un guide qui est derrière la cage d'attaque. Qui peut les guider. Et en fait, il faut imaginer le terrain séparé en 3 parties égales, et la partie du milieu, en fait, sur un des côtés, on a le droit de guider aussi. Donc en fait, et plus le gardien qui a le droit de parler à ses joueurs. Et chaque joueur doit se signaler en faisant un son qui est voy, qui veut dire je suis là. D'accord. En espagnol.
Et du coup, donc tout ça fait que eux, ils ont l'information de leurs coéquipiers, des adversaires, qui dit voy pour se faire entendre et savoir où ils sont, plus le ballon qui fait des gros lots, et plus les guides qui dirigent la partie entre guillemets. Donc je te dis pas la concentration qu'ont ces joueurs. Très concentré, parce qu'on demande le silence quand on tape avec une sorte de bâton de stylo comme je fais en ce moment sur le but, un coup à droite, un coup à gauche pour situer les buts évidemment du gardien. Hein. Tout à fait. Mais ça, du coup c'est le guide qui est derrière la cage du coup de l'adversaire. Qui est en charge de ce rôle, et c'est juste moi j'ai essayé, alors j'étais en fauteuil et du coup on essayait de se faire un pseudo rugby foot, rugby ceci foot, je sais pas comment on peut dire. Franchement c'est une concentration qui est énorme, et quand je vois les temps de jeu 2 fois 20 minutes, c'est franchement quand ils sortent ils doivent être rincés quoi. Oui, en plus tu te rends compte que nous quand on court déjà sur 20 minutes sur un petit terrain comme ça on est fatigué, mais là il faut que tu penses à ne pas taper ton adversaire ou taper ton coéquipier, et puis surtout sur les côtés tu vois certains qui mettent vraiment les bras devant, comme nous si on se lève pour chercher un verre d'eau en pleine nuit qu'on pas réveiller la personne à côté de nous, tu le fais, t'es déjà concentré, tu vois ce que je veux dire, mais là quand tu cours tu mets les mains devant pour éviter une éventuelle chute ou de te prendre un poteau, quoi. C'est assez hallucinant. Hein. Mais vraiment, chacun, même à la maison, on connaît nos maisons par cœur. On ferme les yeux et on fait, 1 minute en chrono en main, les yeux fermés. Et ben, je te jure que c'est déjà bien usant. C'est déjà bien usant. Toi qui es, j'allais dire un solitaire, mais non, le ski, c'est quand même, ça reste un sport d'équipe aussi quelque part, parce que t'as une petite armada de personnes derrière toi. Je pense à un kiné, un entraîneur et autres. Il y a quand même une différence quand tu fais un sport co, même pendant les Jeux Olympiques, tu vois, c'est quelque chose de complètement différent. Toi, tu as senti cette différence, ou tu as l'impression d'être quand même un sportif en équipe, un sport co, quoi, quelque part? Non, alors en fait, je pense que le sport collectif, bien évidemment, la performance elle est collective, et tout le monde a une implication et une importance dans le résultat. Moi, en ski alpin, c'est que moi qui fais le résultat, qui me bat avec le chrono sur la piste. Mais on a constaté, notamment avec les équipes de France, de ski alpin, c'est que si la cohésion du groupe n'est pas collective en amont et en dehors de la compétition, si le groupe n'est pas fort et solidaire entre lui, et ben les résultats individuels ne suivent pas. Donc en fait, je crois que c'est ce qui fait aussi un tout au niveau des athlètes, c'est que quand on est en sport collectif, à quelque part, on se doit de tous s'entendre et en tout cas d'avoir le même objectif et de jouer sur le terrain. Mais c'est un peu la même chose malgré tout dans les sports individuels, où comme tu l'as dit, si on a beaucoup de gens autour de nous, et notamment nos adversaires de l'équipe de France du coup en sport individuel, puisqu'on court tous les uns contre les autres, et en fait toute l'année on vit 200 jours, 250 jours ensemble, et il faut s'entendre, et si on s'entend bien, en fait l'objectif commun à toute cette équipe, c'est de performer individuellement. Mais justement, on va établir une connexion révolutionnaire avec Fabrice. Je te demande ça en direct, parce que nos autres experts ont peut-être un avis également sur la question, que ce soit en natation ou toi, Christelle, à vélo. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Christelle, toi, c'est important ce que vient de dire Johan. C'est toute une tribu derrière, ce sont des préparateurs. En plus, il y a du matériel, il y a du vélo, toi. Hein. Ah oui, complètement. On l'a vu aujourd'hui. Il y a un mécano qui a fait la bonne chose, c'est que les hommes de l'ombre des fois aussi ils sont pas vus, mais là il a sauvé la course de Mathieu. Donc oui, en sport mécanique, c'est encore plus fort. Ouais. Et toi Nolan aussi, tu le sens, même si tu n'as qu'un petit maillot de bain? Oui, on le sent fort qu'il y a toute une équipe derrière nous quand même. On a les kinés, parce que en plus en paralympique, pour les kinés, est encore plus important. On a nos entraîneurs, les préparateurs mentaux, toute l'équipe qui s'occupe de nous au quotidien. Ouais. Moi, en plus, je fais encore des études, donc il y a pas mal de gens qui s'occupent de moi au quotidien, donc c'est ça qui fait plaisir. Et ça fait plaisir. On le sent même dans tes commentaires depuis le début, comme Christelle ou Johan, quand il parle des sports d'hiver, et même d'autres personnes qui sont sur ces jeux. Nolan, on sent que tu as une amitié incroyable avec toute ton équipe, toi qui es dans l'Académie Croison, et qui nage avec des amis, même avec ta sœur, tu pratiques le sport. Hein. Ah oui, de toute façon, pour être sportif de haut niveau, faut vivre le sport, faut l'aimer, et en général, dans un groupe, le sport ça rassemble et le sport ça réunit, donc on peut que être heureux en pratiquant le sport qu'on aime. Bon, même si des fois on souffre, même beaucoup souvent, le sport ça réunit et ça peut régler pas mal de soucis.
Ça arrive pas mal de soucis. D'où le travail, d'ailleurs, Christophe, d'où le travail des directeurs des équipes, qui a un rôle primordial en fait dans cette ambiance d'équipe. C'est que en général, c'est des gens qui sont un peu mal compris et je voudrais vraiment leur faire un clin d'œil parce que c'est des gens qui ont des projets, qui ont une vision du futur et cette vision du futur, nous en tant qu'athlètes, on l'a pas forcément puisqu'on se la joue un peu individuelle quand même et puis on essaye de faire avec le groupe et puis de créer une bonne ambiance. Mais cette personne maîtresse de direction, c'est lui qui est le chef d'orchestre sur les 4, 5, 6 années de préparation avant de grosses épreuves. Et franchement, moi, je l'ai vécu vraiment entre Vancouver et le reste de ma carrière. Et ça a été une révélation. Et franchement, voilà, chapeau à tous ces directeurs d'équipe qui ont des athlètes forcément avec du caractère, forcément avec des objectifs. Et voilà, c'est pas toujours facile pour eux. Et voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil ce soir. Ouais, c'est très bien, Johan. Merci à toi. Tu peux rester avec nous parce qu'il s'est passé plein de choses. Tu as vu, aujourd'hui encore en vélo-natation, les plus gros pourvoyeurs de médailles. On fera le bilan à la fin. Combien a ramené de médailles la natation et combien le cyclisme? Parce que là, chapeau. Hein. Et le vélo, t'avais raison, Christelle. Hein, ça a continué toute la journée encore. Hein. Ah oui, et ça va continuer demain encore, mais ouais, on a eu une belle journée malgré la météo qui est pas facile nous dans notre sport, surtout en handbike où ils sont, vous avez vu les vélos, ils sont proches de la route, donc ouais, c'était 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, c'était une belle journée. C'est une très très belle journée. On va écouter une réaction, tiens, tout de suite pour se remettre dans le bain un peu des réactions, parce que parmi les médailles en or, il y a un certain Florian Joigny qui est là, et bien là, et on a pu avoir sa réaction il y a quelques instants. C'est comme ça pour tout le monde, il fallait tout de suite se remobiliser pour être prêt au départ et être là pour faire le mieux possible. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à conserver mon titre. Donc c'est super. Et puis j'ai pu savourer sur la dernière ligne droite avec tous les encouragements du public, donc ça c'était vraiment génial. Cette nouvelle médaille d'or encore pour ce groupe cycliste. En plus, il y a eu un décalage dans le temps parce qu'il y avait vraiment une grosse pluie. Hein. Ce matin, on a fait attention, tu vois, Christelle, quand même, à nos petits cyclistes, hein, garçons et filles. Oui, ça a été bien qu'il y ait eu un petit peu de compassion pour nos cyclistes parce que c'est vrai que ce matin, ça pleuvait bien fort. Bon, on n'est pas des sucres sur le vélo, mais c'est vrai que ce matin, c'était pas top et on a vu que la route, avec les passages piétons, les choses comme ça, il y a eu quand même pas mal de bris, de pépins mécaniques ou même des chutes tout au long de la journée. Mais bon, ça va, nous Français se sont bien sortis. Comme je disais aussi, il y a un mécano. C'est vrai que je parle de mécano aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes de l'ombre qui englobent toute l'équipe et des fois, grâce à eux, on fait des belles choses. Et là, le mécano, je pense qu'il a sauvé la course de Mathieu Bossredon. Sachant qu'une petite anecdote, je vous l'ai dit, c'est que avant, il a devancé pour aller dépanner Mathieu. Il a devancé et en devançant Mathieu, donc il a couru comme un dingue. Il est tombé et apparemment il a une suspicion de fracture de la clavicule. Ah ouais. Et il a quand même changé. Il a réussi à changer Mathieu, changer sa roue sans broncher et il a fait ça royalement. Ouais, formidable, hein. Mathieu, Florian, en or aujourd'hui, cette équipe de France cycliste qui nous régale. Ça continue demain ou ça s'arrête un peu? Oui, ça va continuer demain. Demain, je pense qu'il va y avoir une grosse course avec les C4, C5. Du coup, ils sont regroupés, donc on va retrouver Gatien Le Rousseau, Kevin Unkeuf et Dorian Foulon. C'est les 3 gros Français, hein. Ils ont été médaillés déjà sur ces Jeux. Donc là, ça va être une grosse course. Il va y avoir aussi le tandem femmes et les 2 tandems hommes. Donc, je pense que chez les hommes, on peut encore avoir des chances de médaille. Chez les femmes, je l'espère, ça serait bien parce qu'ils ont décroché la médaille de chocolat en contre-la-montre. Et j'aimerais bien qu'ils finissent par une médaille. Et donc, voilà. Demain, ça va être une grosse journée encore. Allez, ça bouge bien sûr sur le front des médailles ce soir. On va surveiller tout cela avec Fabrice d'ici la fin de l'émission. On vous a fait vivre tout à l'heure la médaille du 100 mètres avec Timothée Adolphe tout à l'heure qui était magnifique, médaille d'argent. La médaille du Cécifoot en direct, enfin la médaille assurée puisqu'il y aura une finale
Il y a une grande finale. On est en finale. Or ou argent. Et puis on va même surveiller l'escrime, puisqu'on a une chance de médaille de bronze. Ça démarre en ce moment, ça serait bien, parce que depuis 2 jours, j'étais hier soir, on cherche encore les médailles. Côté tricolore, malheureusement, sous la nef du Grand Palais. C'est juste magnifique. Nolan, le retour, notre nageur préféré. Nolan qui se régale et qui a vu encore de très belles médailles. Et en plus, il y avait une course avec... on avait les frères Porta la dernière fois. Là, tu as 2 copains qui ont fini 2e et 3e. Exactement. Donc aujourd'hui, on avait 4 Français en lice, Hugo Didier, Hector Denayer, Laurent Chardard et Lodi Laurandi. Bon, 5 du coup. Et du coup, sur le 200 mètres 4 nage individuel, nous avions Hugo Didier et Hector Denayer en catégorie S9, ils ont fini 2e, premier et 2e au championnat d'Europe à Funchal cette année. Qu'ils avaient du coup, c'était une très très grosse chance de médaille aujourd'hui. Ils n'ont pas démérité. Et c'est une très belle position qu'ils ont obtenue. Hugo Didier qui a eu un petit peu du mal sur le départ en papillon, Hector un petit peu du mal sur le dos, mais qui est très bien revenu sur la brasse. Et ça fait donc 2e et 3e en 2:15:98 et 2:17:34. Nous avons également eu Laurent Chardard pour sa médaille de bronze, dommageable médaille de bronze, car il finit 3e à 1 centième du 2e. Ah, terrible. Tu nous rappelles son histoire parce qu'elle est vraiment. Tu nous as parlé l'autre jour de ça. C'est un cas d'école parce qu'il faut savoir replonger après ce qui lui est arrivé. Exactement, Laurent Chardard, il a eu un accident de surf à La Réunion et son ami qui faisait du surf avec lui s'est fait bouffer par un requin également. Et en essayant d'aller lui aider, il s'est fait bouffer le bras. En essayant de se débattre, le bras s'est arraché et le requin est revenu reprendre la jambe gauche. Et c'est comme ça que du coup qu'il a fini double amputé et qu'il nage dans la catégorie 6. C'est une catégorie particulière parce que j'ai vu qu'il y avait des gens de petite taille, des gens qui n'avaient pas les mêmes défauts. Pour Laurent, ce qui est impressionnant, c'est qu'il finalement il a tout un côté qui ne bouge pas, quoi. Il faut que quand il arrive, il a tout un côté qu'il peut pas utiliser pour nager, quoi. Ah bah oui, exactement. Il nage que avec le côté droit en fait, parce que c'est assez complexe de travailler comme ça, parce que en général, quand on nage avec une seule partie de notre corps, on dérive vachement sur la gauche ou sur la droite, tout dépend du côté qui nous manque. Mais ça a été des années d'entraînement pour réussir à trouver cet équilibre et réussir à performer comme il le fait là. Mais bon, ça s'est joué à pas grand-chose pour la médaille d'argent et je suis sûr qu'il reviendra très fort pour Los Angeles 2028. Très bien. J'ai pensé à toi, quelqu'un qui est passé complètement inaperçu pour terminer, qui n'a que 13 ans et qui veut déjà ses jeux. Tu vois, la prochaine fois, tu te sélectionnes, mais on n'aurait pas pu t'avoir directement pour Paris 2024. Donc on est content non, ça c'est sûr. D'avoir avec nous pour 2028, bien sûr. 13 ans quand même, médaillé. C'est le plus jeune. C'est très fort. Très fort, un petit jeune hier soir qui a fait ça, c'est assez magique. Demain, ça gagne encore? Ça nage encore? Je n'ai pas noté qui c'est qui allait avoir demain, mais je pense qu'on aura également beaucoup de chances de médaille. Tu veux que je t'aide un peu? Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait une séance? Oui, je sors de la natation là. D'accord, c'est pour ça. On te pardonne alors. Oui, mais ça doit bientôt se terminer. En tout cas, ça va se terminer ce samedi. C'est de longues épreuves de natation comme de vélo sur route désormais. Bonne soirée à toi, Nolan. Repose-toi bien en tout cas. Merci, bonne soirée à tous. Nous dans les experts ce soir dans Bonsoir Paris où nous accueillons. Franchement, elle vient de Versailles aussi, je crois, non? Pas loin. Pas loin. Sans basilic, sans rien. Jessica Fallour. Bonsoir à tous. Bonsoir Jessica, ravi de te retrouver parce que chaque soir, on avance un peu plus dans le domaine du handicap. On a parlé de ces personnes qui réparent ces prothèses, on a parlé du mental. Tous les soirs, on trouve quelque chose. Hier, on était encore sur le charme des exosquelettes. J'ai vu beaucoup de gens nous parler de cette patiente. Les gens voulaient faire monter Jérôme Armand. J'expliquais que c'était pas facile. C'est pas si simple. On a parlé de verticalité pour Yann Taberlet qui aurait eu du mal lui aussi à pouvoir l'utiliser. Il y a tellement d'innovations, il y a plein de choses. Il y a des choses dont on parle peu aussi. Vous avez remarqué? Je sais pas, non, allez-y, Jessica. Vous avez une idée? Vous pensez à un petit quelque chose? Non, parce qu'on en parle beaucoup pour les athlètes valides. Allez-y. Parce que peut-être que les athlètes valides, tu sais, on parle beaucoup. Oui, les jeunes, ils vont s'éclater dans tous les sens du terme. La plus grande distribution de préservatifs de la Terre entière. Voilà. Mais moi, j'ai toujours entendu parler, Jessica, excusez-moi, mais j'ai fait beaucoup de football.
logiquement, c'est abstinence pour les grands sportifs. Justement, on va savoir ce Regardez, soir. regardez Jérôme. Je crois que ça ne le réussit pas trop, en fait. Hein. Jérôme, oui. tu arrêtes l'abstinence. Faut arrêter. Hein. L'abstinence la veille d'une compétition, on disait toujours. La veille. La veille d'une compétition. Mais le jour, ça va. Mais le jour, ça va. Bernard Tapie se vantait d'avoir amené quelques jeunes filles de temps en temps dans des émissions de télévision. On va voir si c'est vrai ou si c'est une idée reçue avec notre spécialiste JO, sexe et performance. Hein, c'est effectivement notre sujet du soir. Oula, je vous laisse faire alors. Avec le docteur Alain Frey qui est avec nous. Bonsoir Alain Frey. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un sujet ô combien passionnant, évidemment, sur lequel il y a beaucoup à dire. C'est vous qui le dites. Mais je pense que tout le monde est d'accord. Hein, ça fait un peu l'unanimité, je crois, quand même. Avant d'en parler, j'aimerais bien qu'on prenne la température avec vous, docteur Frey, de la polyclinique qui est située au village olympique. Mais oui, Alain Frey, c'est le grand ponte, bien sûr, de la médecine du sport, mais c'est aussi le patron de cette clinique éphémère depuis le début des JO. Comment ça se passe, Alain, de votre côté? Est-ce que c'est plutôt calme, plutôt agité? Racontez-nous. Écoutez, merci déjà pour l'invitation et je suis ravi de pouvoir participer à cette émission. L'activité actuelle de la polyclinique, elle est effectivement en plein boom. Hein. On commence tout doucement à décroître, puisqu'il reste plus que 3 grands jours de compétition. Mais on est avec une activité moyenne en ce moment entre 350, en moyenne 350 passages par jour au sein de la polyclinique. Donc on a un beau pic, un tout petit peu moins que les Jeux Olympiques des Valides, mais voilà, on n'est pas très loin de l'activité qu'on avait eue au mois d'août. Alors, quels sont les motifs principaux de consultation? Est-ce que parfois, il y a des consultations un peu originales, un peu surprenantes? Il y a le Covid aussi, qui a traîné un petit moment. Ouais, aussi. Oui, alors on a principalement, nous, des consultations basées sur l'appareil locomoteur, vous vous en doutez, compte tenu de l'activité sportive. On a effectivement quelques cas isolés de Covid, mais qui sont peu symptomatiques. Donc effectivement, ça nous arrive, nous on était préparés pour ça. On savait que ça traînait, on savait que ça peut gêner les sportifs dans leur préparation terminale. Donc on est en alerte là-dessus et les médecins des délégations n'hésitent pas à venir nous voir et à nous solliciter pour faire les tests. Donc on en a eu quelques-uns, mais vraiment à la marge, je vais être honnête, sur l'ensemble de la compétition, donc tant mieux. Mais nous étions prêts au cas où il y avait eu une recrudescence de cette pathologie. Alors docteur, moi, elle ne veut pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais... On y vient. En vous présentant, je disais docteur quand même que moi j'ai fait beaucoup d'émissions sur le football notamment, et à chaque fois les grands entraîneurs, les grands médecins de toutes les équipes disaient que pour réussir une compétition, il fallait passer par le stade de l'abstinence. Et on voit bien, puisque les femmes des joueurs, par exemple dans un rassemblement de football, ne viennent qu'au bout de 10 jours, quoi. Exactement, c'est les bruits qui courent, mais sur le terrain, quand on fait des enquêtes, on en a fait une, notamment à l'époque, quand j'étais le responsable médical du département médical de l'INSEP. On avait fait, il y a un peu moins de 10 ans maintenant, entre 2014 et 2015, une enquête anonyme auprès de nos sportifs. En clair, ils répondaient à un certain nombre de questions de manière anonyme sur une tablette lorsqu'ils venaient faire leur bilan annuel. On en a eu à peu près 340 sportifs, pour vous donner à peu près cette ordre de grandeur. Et c'était à l'initiative, entre autres, de notre gynécologue à l'INSEP et qui gère la partie sport et femmes notamment, Dr Maître, Carole. Et on avait eu comme quelques grands chiffres dessus, c'est-à-dire que plus de la moitié ne modifie pas leur activité sexuelle pendant et l'entraînement et la compétition. Et 83% estimaient que la pratique de leur sexualité n'avait pas d'impact sur la performance. Donc, c'était intéressant de connaître ces chiffres, effectivement, qu'il y avait quelques paramètres qui intervenaient lorsqu'ils avaient, qui notaient des troubles sexuels, essentiellement sur le mode de diminution de fréquence avant et pendant la compétition. Et les autres motifs étaient plutôt les périodes de surentraînement et le fait que ça pouvait éventuellement les gêner. En fait, ce qu'on leur disait, puisque chacun avait sa propre philosophie vis-à-vis de dire j'ai des rapports sexuels avant, pendant la compétition, après la compétition, l'idée c'était de leur dire écoute, tu t'entraînes, tu essayes quand tu fais tes entraînements intensifs, et puis tu regardes quelles sont tes sensations quand tu t'entraînes le lendemain après avoir passé
une nuit un peu agitée, on va dire. Oui, après c'est or, argent ou bronze. Hein. Voilà, après si c'est au pied du podium, on n'autorise plus. J'ai compris, docteur. Docteur Frey, est-ce que vous avez perçu du moins une différence entre la sexualité des athlètes valides et des athlètes en situation de handicap? Alors je peux pas répondre à cette question. Je pense pas qu'il y ait de différence. Tout ce que je peux vous dire, sans déflorer le sujet, c'est qu'ils sont de grands consommateurs de préservatifs, hein, puisque on a été, on va dire, dévalisé au niveau de la polyclinique, aussi bien pendant les OLI que pendant les paras. Ah oui. Maintenant, est-ce qu'ils s'en sont servis ou pas? Je ne peux pas répondre. D'accord. Il nous en reste un peu, Jérôme, tu peux il n'y en a plus la polyclinique, donc on n'est pas passé à la on pourrait rendre service quand même. On pourrait rendre service. Est-ce que vous avez des consultations alors, on peut toujours poser la question. Attention. Ça y est, tu vois, je rentre dans le vif. Oui. Non, mais des consultations liées directement aux soucis de sexualité ou de contraception. Par exemple, pour la contraception d'urgence ou des petits soucis techniques. La pilule du lendemain, par exemple. Par exemple, tout à fait, oui. Donc, on avait au sein de notre polyclinique une activité de gynécologie, donc assurée par des gynécologues. Toutes femmes, qui ont vu effectivement des athlètes pour différents motifs. Il y en avait quelques-uns, c'était effectivement début de grossesse. On en a découvert 2 ou 3, je crois, de mémoire. D'autres, c'était effectivement pilule du lendemain, mais on en a eu, je vous rassure, très très peu. Et après, c'est des problèmes de gestion, notamment de douleurs de règles pendant l'effort, comment je décale, etc. Enfin bref, les sujets classiques qu'on connaît à l'INSEP avec le docteur Carole Maître, qui ont été à nouveau à l'ordre du jour lors des consultations de gynécologie à la polyclinique. Il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire. On est dans le déni, bien sûr, par rapport à certains sportifs. On parle beaucoup de dopage, notamment chez les valides. Est-ce qu'on parle de dopage chez les para-athlètes? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire très attention, vous? Est-ce qu'un athlète, par exemple, qui a moins de culture qu'un autre, qui a moins de moyens de médicamenteux auprès de lui, est-ce qu'il vient vous demander des choses qu'il ne peut pas trouver dans un pays un peu plus pauvre qu'un autre, par exemple? Alors, non, parce que tous nos athlètes qui sont aux OLI et aux paras sont tous briefés sur la loi antidopage, qui est l'Agence mondiale antidopage. Hein. Ils ont tous signé leur charte, donc ils sont tous au courant des produits autorisés et pas autorisés. Donc j'ai pas vu de différence entre les OLI et les paras. Les contrôles antidopage sont les mêmes. Hein. Ils sont faits aussi bien au village, ils sont faits aussi bien avant la compétition que à la fin de la compétition. Donc non, il n'y a pas de différence et les athlètes sont déjà bien briefés, quel que soit le pays. En fait. Il vous impressionne ces parathlètes quand même, quand on parlait tout à l'heure de Laurent Chardard qui était médaillé, qui a été dévoré entre guillemets par un requin, une fois au bras, une fois à la jambe, et qui nage donc sans tout un côté. Il y a des athlètes comme ça qui vous ont marqué en consultation, sans vouloir dévoiler le nom, bien sûr, docteur. Hein. Oui, bien entendu, c'est une véritable leçon de vie qu'on prend à chaque fois. Et qu'on reste humble dès que nous, on a une toute petite pathologie qui nous gêne, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire avec leur handicap, quel qu'il soit, je dirais chapeau bas et félicitations à eux parce qu'ils sont capables de nous faire des choses qu'on n'imaginerait même pas. Petit détail, hein, quand on a besoin de les examiner par exemple et qu'il faut faire juste un transfert entre le fauteuil et la table d'examen ou autre, il faut surtout pas leur dire je vous aide. Ils sont capables de le faire tout seuls, avec parfois, juste, je vais aller jusqu'au bout, parfois juste le tronc, avec même pas les membres, et ils sont capables de se mouvoir quand même, alors que nous, dès qu'on a une toute petite entorse sur une cheville, ça y est, c'est la croix et la galère. Donc, une vraie leçon de vie, on reste humble et on les félicite parce qu'ils sont capables de nous faire des trucs hors normes, quoi. On avait avec notre patiente hier, hein, avec l'exosquelette, qui voulait absolument monter toute seule sur sa chaise et après remonter tout doucement. Pour en avoir parlé avec quelqu'un que vous connaissez, qui est une personne évidemment qui est très médiatique, qui est Philippe Croison, et j'écoutais ce matin également les commentaires sur le vélo. On oublie des pathologies toutes simples. Les personnes qui sont à vélo, par exemple, qui ont un corps un peu plus court, avec par exemple 1 ou 2 membres en moins, il faut absolument boire plus souvent que les autres. Et je me souviens de Philippe Croison qu'on était obligé de mettre dans un camion. J'avais fait un sujet sur lui sur le Paris-Dakar, un camion frigorifique, quoi. On le mettait comme un morceau de viande. Je pèse mes mots, c'est parce que il était à côté de morceaux de viande, comme chez un boucher. Oui, alors en fait, l'hydratation, hein, mais chez le sportif valide comme para, hein, c'est fondamental dès qu'on fait une activité de haut niveau, même
pas de haut niveau, mais même déjà de haut niveau, et que en fait chaque athlète a son propre métabolisme, et chaque athlète consomme plus ou moins et élimine plus ou moins. C'est sûr, quand il y a une superficie corporelle qui est moindre, ils ont tendance parfois à boire moins parce qu'ils se disent j'ai moins à couvrir en besoin, et en fait c'est archi faux, puisqu'à l'effort, il y en a qui suent énormément, et que c'est surtout en fonction de ça qu'on adapte, nous, l'hydratation du sportif de haut niveau. Ouais, donc on s'adapte en fonction de la sudation de l'individu. C'est passionnant, hein. On pourrait parler des heures, bien sûr. On est vite sorti du sexe, finalement. Totalement, effectivement. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et Bien puis, sûr. Dr Frey est tellement incontournable, un 6e Olympiade. Hein. Ah, quand même. Donc, il a beaucoup de choses. Ah ben lui, la performance, lui. Mais oui, Il nous bat tous. c'est pour ça. Il a la 6e fois. Alors, Mais voilà, beaucoup de choses à dire. Médecin, je précise en tant que médecin, pas en tant qu'athlète. En tant que médecin, en tant que performance, bien sûr, et performeur. On parle aussi des trouples chez vous, comme on l'a fait pendant les Jeux Olympiques. Des trouples, j'ai vu ça aussi quand on est 4. C'est une nouvelle sexualité qui arrive aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi les transgenres. Il y a voilà, ça arrive de plus en plus. Et vous êtes confronté peut-être à de nouvelles demandes pour conclure? Alors, pas directement. Pour l'instant, c'est vraiment encore à la marge. D'accord. C'est vrai que les transgenres, on en parle de plus en plus. Le CIO se penche dessus, la commission médicale. Est-ce qu'un jour on verra des jeux avec une catégorie transgenre? J'en sais rien. Possible. À voir. Il faudra bien évidemment que toutes les personnes se posent une question et qu'on regarde par rapport au plan génétique qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui a été fait. Oui. Mais c'est une possibilité dans les années à venir. En tout cas, c'est débattu et sur le plan éthique et sur le plan médical. Oui, parce qu'on a eu le problème avec la boxe sur ces jeux-là. On a eu Casper Semenya avant, voilà, qui était classé homme ou femme, avec un vrai souci de distinction. Et il va falloir peut-être en parler encore plus d'ici 4 ans à Los Angeles. Hein. Et il a pris du temps, il a pris un petit quart d'heure pour nous. Oui, ça merci va nous coûter cher beaucoup. en consultation. Merci. On vous laisse retourner à vos urgences du soir. Merci beaucoup, docteur Alain Frey. Je vous en prie, merci, bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous en visio depuis la polyclinique qu'il gère de main de maître. Vous avez dit 6e Olympiade pour le docteur. Oui. Ça, c'est de la performance. Vous savez vous faire la fête, vous, ailleurs qu'à Paris, Jessica? Moi, la fête, j'ai pas dit. Je ne fais pas la fête, moi. Ah bon? Non. Vous avez bien changé. Alors... Oui, je confirme. Aïe. Et oui. Fabrice, c'est terrible. Hein. Tu m'as dit, tu t'en souviens, Jessica? J'ai dit, mais oui. No comment. Oui, oh là là, non, notre jeunesse. J'ai plus les bonnes adresses. Non, c'est pas à moi qu'il faut demander. Non. Vous n'avez pas posé une question mais au docteur, vous auriez pu demander si dans les encadrants, il y avait aussi du sexe pendant les Olympiades. Ah oui, non, mais là, on sort du cadre. Là, parce que 6e Olympiade, monsieur, il a dû s'amuser quand même, non? mais on lui souhaite, on ne sait pas. Puis peut-être qu'il est marié, ce monsieur, quand même. Je ne sais pas. Donc on ne sait pas. Là, Comment toi, tu vas, notre encadrant modèle, Fabrice, d'ailleurs, ça se passe bien au niveau de ton trouble? Mais dis donc. Regarde, moi j'en ai 3 sur le plateau, j'en ai 6 en ligne. Donc il y en a partout. Oui, il y en a partout. Mais justement, toi qui veux faire la fête, si tu n'arrives pas à faire la fête à Paris, il paraît qu'on fait la fête encore en France avec les Jeux paralympiques. Tant mieux, parce que comme il n'y a pas Marseille, il n'y a plus Tahiti. Mais alors où? Le défi de Jérôme Armand, savoir où faire la fête encore à Paris, où fêter des médaillés. Bon, Jérôme. Il y a la fête partout. Hein, enfin, partout. Marseille, il n'y a pas de voile, il n'y a rien. Dans les fan zones, à Marseille, il n'y a pas de voile. Il y a la fête encore à Châteauroux. C'est la seule ville. Voilà. J'allais le dire. On va partir avec Jessica ce soir. C'est la seule ville commune, on va dire, entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. C'est-à-dire que, il y avait des compétitions au moment des Jeux Olympiques et il y avait des compétitions au moment des Paralympiques. Alors j'ai eu tout à l'heure, je sais pas s'il va nous rejoindre, mais j'ai eu tout à l'heure Sébastien, on l'avait eu pendant les Jeux Olympiques, qui tient le Queensberry, vous vous en rappelez on avait fait la fête avec lui. Rappelez de cette ambiance, ambiance qu'il y avait dans ce bar. Donc là, je l'ai eu tout à l'heure, hein, peut-être qu'il va nous rejoindre, il va se connecter, mais en tout cas, il me disait que il y a toujours de l'ambiance. D'accord. Mais un petit peu moins quand même. On est plus sur les Jeux Olympiques. Malgré la médaille, par exemple, comme aujourd'hui. Malgré la médaille, il y a une médaille. On en parlera tout à l'heure. Une médaille au tir. Hein, je rappelle que. Donc à Châteauroux, c'était les compétitions de tir. Hein. Donc moins d'ambiance et les gens ont changé. C'est-à-dire les accompagnants, les gens qui viennent dans son bar ne sont plus les mêmes. Ils sont plus en maillot de bain, c'est la rentrée. Non, mais il y a les habitués évidemment. Il y a des troupes. Mais par exemple, alors tiens, mais ça va peut-être te surprendre, toi qui as fait je sais pas combien d'Olympiades, peut-être 6 92 ou 92 la première, comme moi d'ailleurs. Les gens ont changé dans les médias. C'est-à-dire qu'il me disait que parce que lui il est pas loin du stand de tir, etc.
etc., que les journalistes qui venaient, c'était plutôt des stagiaires ou des jeunes que des jeunes. Non, mais des Jules aussi. Des Jules, des stagiaires, des jeunes, plutôt que les aguerris qu'on envoie sur tous les Olympiades, etc. Voilà. Nous savons raison garder, tu vois, Non, mais c'est bizarre parce que sur les Jeux Olympiques, les grands médias envoient les grands cadors et à Châteauroux, j'ai vu un papier dans l'équipe justement que t'es un peu dur, je trouve. On nous a envoyé à Châteauroux, bon, il faut qu'on y aille, quoi. On va voir comment ça. Voilà, c'était. Ben voilà. Donc une des différences qu'il a remarqué, notre ami Sébastien, c'était que moins d'ambiance, mais pas les mêmes personnes en fait. Les journalistes avec qui s'étaient habitués, qui étaient venus, ils avaient dû vu la gentillesse de Sébastien là au Queenberry, il devait y avoir. Essaye de reconnecter. Tu sais ce qu'on va faire? On va attendre comment on parle de tourisme un peu, hein, parce que on avait parlé de tourisme d'ailleurs avec nos amis de sport et tourisme, avec David Savary et Laurent Guénin. Le tourisme existe. Il n'y a pas que Michel Denisot à Châteauroux, il n'y a pas que Gérard Depardieu à l'époque. Voilà. Et puis chez nous, à sport et tourisme, je sais pas si tu le connais. Oui, tu le connais un peu. C'est aussi de Gilbert Montagnier quand il met ses lunettes, tu sais. Ah, mais tout à fait. C'est Laurent Guénin. Je suis archi-fan. Je suis restée pour le voir. Depuis, il a rangé les lunettes. Ah non. Ah si. Moi, je suis restée pour le voir. Voilà. Voilà, vas-y avec c'est bien. Parfait. Vive. Alors, pour le tourisme, c'est pas gagné quand même pour nos amis andis. Hein. C'est pas simple. Hein. Pour les andis athlètes comme les andis qui sont dans la vie courante qui sont touchés. Ou tout simplement mais des personnes âgées. Hein. Alors la France n'est pas au rendez-vous de l'accessibilité. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la ministre démissionnaire du tourisme, Olivia Grégoire, qui l'a dit cette semaine. Alors les chiffres sont parlants. Il y a 800 000 établissements en France qui reçoivent du public. Il y en a près de 600 000 qui ne sont pas accessibles en termes de mobilité. C'est dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Hein. Olivia Grégoire a dit qu'il y avait un mont à gravir, et on voit très bien. Pourtant, depuis l'automne 2023, l'État prend en charge jusqu'à 50% des frais engagés pour la mise en accessibilité du commerce, son café, son hôtel, son restaurant, avec un plafond de 20 000 euros. Mais il n'y a eu que 500 dossiers de demande déposés. C'est vraiment pas beaucoup. Alors les hôteliers n'ont pas tardé à réagir à cette déclaration de la ministre en disant tout simplement qu'ils n'avaient pas la trésorerie pour la réalisation des travaux, qu'ils ont encore des PGE à rembourser, qu'ils n'avaient pas eu le temps nécessaire dans l'intervalle, 9 mois qui les séparaient des Jeux Olympiques. Bon, il y a un petit peu de mauvaise foi, je pense, parce que le syndicat reconnaît, et je cite, une disproportion manifeste entre le coût des travaux nécessaires et leurs bénéfices pour l'établissement et son propriétaire. Pour autant, ces établissements ne sont absolument pas hors la loi, ils disposent d'une dérogation légale. Donc, en fait, plutôt que chercher à trouver les coupables, le gouvernement, les hôteliers, va quand même falloir trouver des solutions rapidement. On a parlé récemment du métro avec Valérie Pécresse, qui a dit qu'elle allait faire des travaux importants pour mettre aux normes le métro. Mais ce ne sera pas vraiment suffisant parce que je crois que de mémoire, il n'y a que 13 stations qui seront concernées. Et c'est pas tout de suite. Non, mais c'est fou. On en parlait tout à l'heure avec Christelle qui m'a envoyé une petite vidéo cet après-midi à toute l'équipe. Il y a un jeune homme qui descend en marche arrière les escaliers, quoi. J'ai vu la vidéo, oui. Avec son fauteuil, c'est hallucinant. Et en plus, il n'y a pas grand monde qui a envie de l'aider. Alors, comme on disait tout à l'heure. Non. Comme disait le médecin, on n'a pas envie de se faire aider, mais là, il y a un moment, voilà, c'est comme une pauvre dame avec ses deux valises et les enfants, quoi. Évidemment, c'est impossible de se mettre à la place d'une personne handicapée, mais quiconque prend le métro rien qu'avec une valise lourde se rend compte qu'alors quand tu es en situation de handicap, c'est même pas la peine de penser à essayer de prendre le métro. S'il y a des escaliers tout le temps, ça monte, ça descend. Alors que dans d'autres pays, comme en Espagne, au Japon, tout a été pensé, les métros. Alors peut-être parce que leurs métros sont plus récents, donc ils ont pu se construire en même temps, mais c'est pas une raison suffisante. Je pense qu'on a pris beaucoup de retard en termes d'accessibilité. Oui, en conclusion, Laurent et Jessica, ce qui est bien, c'est que quelque part, on va voir ce qu'on peut faire de plus grâce à cette énergie développée, que ce soit pour les Olympiques ou les Agitos, pour le monde du sport. Il faut se bouger, faire 30 minutes de sport. On pourra même en faire un petit sujet si tu veux d'ici la fin. Totalement, oui. Dans nos chroniques. Ce qui est bien, c'est que on va avoir un nouveau gouvernement quelque part. D'ailleurs, c'est l'occasion. On va falloir qu'on fasse des paris ce soir, Fabrice, sur le ministre des Sports. Hein. Petit Tony Estanguet, mais il faut qu'il termine la vie. Il faut qu'il soit libéré. Ou Marie-Émilie Le Fur, tu vois, quelqu'un dans l'handisport. Ah, très bien, Marie. Je pense qu'à Châteauroux, tout est prêt pour accueillir tout le monde et pour faire la fête aussi. Mais comment il va le patron? On l'a vu pendant les Jeux Olympiques, je le reconnais, ça y est, il est en pleine forme. Châteauroux est là avec une nouvelle médaille, comment ça va? Est-ce que c'est encore la fête chez vous à Châteauroux?
Bah, écoute, c'est un peu plus calme, mais bon, ça va, ça se passe bien. Ça reste un bon moment avec une belle ambiance conviviale, festive et cosmopolite comme on les aime, quoi. Ouais, comme on les aime. Pas de problème d'accessibilité pour venir chez toi? Non, pas de souci, mais après, on a surtout vu les gens qui ont travaillé autour des Jeux paralympiques, un peu moins les athlètes, mais bon voilà, j'ai eu l'opportunité de voir un petit peu le tir, et il y a quand même une majorité de gens avec des pathologies quand même assez lourdes, et je pense que c'est pas le manque d'envie de sortir, mais plutôt les difficultés de mobilité qui les ont un petit peu retenus, quoi. Ouais, tu les vois en plus, tous ces athlètes qui sont assez incroyables. Et sur le tir, c'est fou parce que ça ne bouge pas. Ils sont sur leur fauteuil. Alors, il y a des anciens tireurs d'élite comme aujourd'hui, on l'a vu, hein, avec cette médaille de Jean-Louis Michaud. Mais c'est vrai que c'est des gens qui ont, je sais pas, qui ont une patience, voilà, qui ont une autre mentalité, hein, parce que nous, on est toujours excités, surexcités, surtout les Parisiens. Et là, tu vois, ça a l'air d'être posé à Châteauroux. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était beaucoup plus calme, quoi. C'était beaucoup plus calme, quoi. T'as réussi ton pari quand même, t'as trouvé une ville où ça bouge quand même. Non mais c'est bien parce que Marseille, à part ton histoire de pastis Ricard avec le PSG, non, on parle pas. Un aller-retour entre Paris-Marseille, le Ricard, je prends pas, une vraie catastrophe. En tout cas, je sais pas s'il en sert du Ricard. Tiens, on n'a pas le droit de trop parler d'alcool. Vous l'avez boycotté le Ricard ou vous l'avez gardé à Châteauroux? Oui. Non, mais... Vous le remplacez ou vous le gardez? Non, c'est bon, ça, ils arrêtent leur campagne de pub, Ricard. Non, mais ils arrêtent quand même. En tout cas, voilà, ce qu'on voulait savoir, c'est la différence. Et il nous l'a bien dit, Sébastien. Il y a quand même de l'ambiance, etc. Mais on sait, comme à Paris, il y a un petit peu moins d'ambiance que pendant les Jeux Olympiques. Hein. Ouais. C'était les vacances, il y avait tous les touristes, etc. Mais ça reste convivial. Et en tout cas, dès que les Jeux Olympiques, c'est une fête. Quelle que soit la ville, et Châteauroux est resté avec Paris, la deuxième ville des Jeux Olympiques, c'était la fête, voilà, et ce qu'il a dit. Et ton défi de demain, en remerciant Sébastien ce soir qui va passer... Châteauroux est resté capitale mondiale du tir, hein, de toute façon. Mais oui, au Queensberry, ça n'arrête pas ensuite pour fêter les médailles. Salut Sébastien, merci à toi. À très bientôt. Et ça va continuer, puisque l'été prochain, Châteauroux accueillera les championnats du monde de tir. Ben voilà, ben on reste dans... C'est bien. La capitale du tir, il l'a dit. Vraie logique. Merci à toi Sébastien, merci d'avoir été avec nous en direct du Queensberry ce soir. Demain, ton défi d'aller voir Madame Hidalgo, et en plus, tu sais, elle veut garder ses 5... Ah bah oui, je vais aller lui poser la question. Je vais aller à l'hôtel de ville demain. Oui, d'accord, mais vous rajoutez les agitos au-dessus. D'accord. Ah oui, ben comme ça au moins tout le monde sera content. Oui. Et Radio Sport. Radio Sport, ça se négocie. Tu peux aller voir Pierre Rabadan. Voilà, d'accord, on va demander. Après, tu peux appeler Bruno Cuas qui était avec nous pendant les Jeux qu'on va retrouver dimanche. C'est une bonne amie. Une fois en direct sur Radio Sport, elle a fait un petit bisou en direct. Ah ouais, c'est un ami. Je pense qu'il y a un truc, on peut peut-être passer par là. 19h56, très belle médaille tout à l'heure à l'athlétisme de Timothée Adolphe. En direct, dans quelques minutes, peut-être une autre médaille avec Pierre Fairbank sur le 800 mètres. C'est foot. En finale, ça c'est génial. C'est 6 foot en finale en escrime. Hein. On est contre l'Italie, hommes par équipe. On est un petit peu distancé. C'est toute une série de combats. Il y en a 9. Donc c'est par équipe. Il faut régler les fauteuils à chaque fois. On est pour l'instant un petit peu distancé. 28 touches à 21 pour les Italiens. Mais bon, on va remonter. Évidemment avec Fabrice sur Radio Sport à l'heure sur le site. Salut à toi, le stagiaire de l'été. On parlait des stagiaires. Salut Jules. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Ton top 5 avant de conclure ce soir notre 19-20 dans Bonsoir Paris. Les meilleures photos et ça commence par Dimitri Pavadé qui a sa photo souvenir des Jeux Para. C'était pendant la finale de 100 longueurs T64. Dimitri qui a fini 4e mais qui garde que des bons souvenirs de ces Jeux paralympiques. Il dit, je cite, « J'ai eu une grosse blessure, je me suis acharné sur la rééducation, j'ai souffert. Donc aujourd'hui, être sélectionné pour aller aux Jeux à seulement 4 mois de la reprise de saut, c'est exceptionnel. Faire 4e aux Jeux, c'est top. » C'est top, c'est top, c'est formidable. La deuxième photo. La deuxième photo, voilà, c'est un para-athlète en rugby fauteuil français avec une belle photo, hein, je trouve. Vous voyez bien le ballon qui recouvre presque son crâne. On voit pas, peut-être que si on se rapproche un peu, on peut voir son œil un peu déterminé à aller vers l'avant. Il tire la langue. Alors, si je peux ajouter, j'aurais peut-être préféré que la balle recouvre complètement son visage et qu'on voit juste la langue qui dépasse. Ça aurait pu donner quelque chose. C'est pas mal déjà. Là. Quel artiste. Toi, tu es un artiste. Très design. C'est bien que tu avais un truc, quoi. Troisième photo. La troisième, alors là, c'est la vasque qui plane sur Paris avec un beau ciel bleu un peu orangé au fond. La dame de fer, tout au bout à gauche, qui surveille la vasque. Ça donne quand même une très très belle photo. Et la quatrième qui est aussi une autre photo, alors là elle est aussi très belle, c'est l'Arc de Triomphe, décoré évidemment avec les agitos, derrière avec ça faut aimer après. Et
le ciel complètement orangé. Je trouvais même que les grues mettaient un peu de couleur dans cette photo. Et ça, c'est la dernière photo qui est arrivée très vite. Ouais, là, c'est la dernière qui bon, on revient un peu en arrière. Hein, c'était au début de la cérémonie. Là, on peut voir un peu d'humour avec écrit ouverture des Jeux paralympiques 2024. On voit la vasque. Un joueur paralympique avec la flamme, mais qui tire un peu... Un peu la main parce qu'il est fatigué. Non, parce qu'il est fatigué, pas pour ça, parce que vous voyez un peu les marches entre la vasque... moi je croyais que c'était le chemin pour arriver jusque-là, parce que c'était très long le chemin. C'est l'accessibilité pour... effectivement, bah oui. Bon, évidemment, il n'y a pas eu ce problème. Hein. Il y a eu Fabien Lamiro qui a pu embraser la vasque avec les autres parathlètes. On s'est régalé ce soir, merci Jessica. Qu'est-ce qu'on a retenu sur l'enquête sexe et performance sportive? C'est qu'on peut faire C'est que chacun fait comme il veut, en gros. Très bien Fabrice, t'as de la chance. Merci Jérôme, merci à tous, à nos experts. À Nolan, bien sûr, Christelle et Johan Taberlé, on se régale comme notre stagiaire de l'été. Ces dernières photos, merci à toi Jules. On rappelle qu'on est pas mal du tout. Ça y est, on est premier au classement des médailles, Fabrice? Non, quand même pas, parce que premier, je te rappelle qu'il y a la Chine quand même qui est un peu... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Comment t'expliquer le classement de la Chine? Non, parce qu'il est 20h. Non, il est pas 20h, il est 58. Regarde ton horloge. D'accord. Non, mais comment t'expliquer le classement des médailles? Ils sont devant, mais alors très loin devant. Et nous, derrière, aujourd'hui, on en a récolté quelques-unes. Voilà. Mais je te donne pas de chiffres, hein, t'as vu? Il faut chercher. Ouais, mais enfin, on se régale. Tu as le nombre exact de médailles? Parce que j'arrive plus à calculer. Moi, je suis perdu. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur le nombre de médailles, parce qu'en fait, ça bouge toutes les 2 secondes. Et les guides, ça te compte pas, hein, les guides. Ben non, mais en fait, il y a le cheval non plus. C'est une différence qu'il y a eu entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est que le suivi des médailles n'est pas au même niveau, on va dire. Tu veux dire que sur le site, on a pris des stagiaires de l'été. Ok, j'ai compris. Ça, c'est dit. Pour l'instant, il semblerait qu'on soit à 60 médailles. C'est pas beau ce qu'ils viennent faire. Hein oui. Bah oui. Non, mais c'est pas bien. Mais la Chine est largement devant. Hein. Il a raison, Fabrice. Très bien. Comme c'est toi qui as l'heure, tu me dis quand il est 20h, parce que j'ai pas la même heure que toi. Moi, je suis pas à Paris en même temps que toi. Je suis en décalage. Bah, ça tombe bien parce qu'on a fini. Allez. On a terminé? Oui. Vous savez quoi? On se dit à demain. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.